Bien, chers amis, bonjour. Alors, en avant-propos à nos interventions sur Monsieur Chouchani, permettez-moi de revenir quelque peu sur mon parcours intérieur personnel, sur mon identité, j'allais dire, culturelle et spirituelle propre. J'étais un Français, j'allais dire, moyen, à Paris. J'ai étudié dans une école qu'on appelait à l'époque laïque de la République, et notamment au Rincy, Villemomble. J'ai habité Villejuif, étant jeune, et j'ai habité Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, Villejuif étant dans le Val-de-Marne. J'étais un élève studieux, mais très sensible, amoureux de la connaissance, fortement amoureux des auteurs, notamment des auteurs français. J'étais, dès l'université, à l'université de Paris 2 à Assas, dans un premier temps, un but de culture juridique, un but de culture sociale, un but de culture économique. J'ai étudié, comme vous devez le savoir, de très nombreuses années à l'université de Paris. D'abord à Paris 2, à Assas, je viens de le dire, puis à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et enfin à l'école des hautes études en sciences sociales. Et entre-temps, j'avais étudié la sociologie, notamment politique, à l'université René Descartes de Paris. J'étais pénétré par le scientisme. Je vivais dans un monde parfaitement rationnel, que je pensais vérité, avec un grand V d'ailleurs. J'ai eu de grands maîtres, de très très grands maîtres, dont certains ont été prix Nobel. J'ai eu même des professeurs qui sont devenus premiers ministres en France. Et donc, si vous voulez, j'étais dans un milieu qui était un milieu, certes, scientifique, intellectuel, mais un milieu qui ne me suffisait pas. J'avais intuitivement le sentiment que la raison était certes réelle, vraie, absolument vraie, mais insuffisante. Il y avait un souffle secret que je devinais, mais qui ne m'apparaissait pas clairement, en tout cas à Paris. J'ai vécu comme un Parisien moyen, entre un salaire qui n'était pas mirobolant, entre des cours que je donnais à tire-larigot un peu partout dans les grandes écoles, dans les universités françaises, dans des écoles privées aussi. Et j'étais en fait à la recherche de la vérité vraie. Je n'étais pas satisfait de mes études, malgré, encore une fois, la splendeur de ces enseignements. Je ne rejette pas, je ne renie pas, absolument pas, l'enseignement que j'ai reçu de la Sorbonne ou celui que j'ai reçu de l'école pratique des hautes études en sciences sociales, bien entendu. Mais j'étais quand même insatisfait. Je sentais quelque chose m'échapper. Je sentais fondamentalement qu'il y avait incontestablement
quelque chose d'autre. Quelque chose de caché. Quelque chose qui pénétrait certaines consciences et pas d'autres. Et j'étais tout simplement à la recherche de cet élément, j'allais dire, de confort intellectuel, de manière à arriver à un apaisement, de manière à arriver à une unité intérieure. Comme on dit en hébreu, à une shlemut intérieure. Je n'étais pas chalem avec moi-même. Je cherchais. Et je cherchais. Je me vois encore en train de me promener boulevard Saint-Michel, aller-retour, jusqu'à la place d'Odéon, et je revenais jusqu'au Châtelet, etc. Avec des questions, des questionnements, d'ailleurs que mes maîtres, de mes magnifiques maîtres, m'insufflaient. Je n'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse. Et j'ai vécu comme ça de nombreuses années, à la recherche d'un élément qui m'échappait. Évidemment, les gens qui m'entouraient, y compris ma propre épouse, ma femme, Zichronia Libracha, n'avaient pas cette problématique. Elle vivait au jour le jour, d'une manière très morale, très intense, mais dans une extériorité de monde. Moi, j'avais besoin de réunir l'extériorité et l'intériorité. Et voilà qu'un jour, je tombe sur un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelait André Neher. J'ai commencé à lire, je ne me suis pas arrêté de lire. J'ai pratiquement lu l'ensemble de ses livres. Le grand monsieur qui était André Neher commençait d'une manière implacable à répondre à certaines de mes questions. Je commençais à vivre de l'intérieur, je sentais une lumière en moi s'allumer. Elle n'était jamais éteinte, puisque je cherchais. Mais là, elle commençait à prendre de la force, de la ferveur. Et j'ai commencé à chercher, à partir des auteurs qui tournaient autour de M. André Neher, notamment mon maître, Monsieur le professeur Ashkenazi. Dit Manitou. Nous sommes dans les années 80. Manitou habitait déjà Eretz Israël. Il venait de temps en temps à Paris donner des conférences pour les anciens, ils se rappellent, au centre Rachi, à Paris, dans le 13e arrondissement. Et de temps à autre, j'allais l'écouter. Vous voyez, quand je parle de lui, j'ai les larmes aux yeux. Parce que ce grand maître, séance après séance, cours après cours, répondait à ma problématique intérieure. Couvrait les vides qui étaient en moi, progressivement, mais intensément. Et voilà qu'un autre être qui était caché en moi apparaissait progressivement. Oh, je ne cessais pas d'être économiste, d'être sociologue, pas du tout, comme je suis maintenant d'ailleurs à Jérusalem. Mais il y avait une dimension qui s'interférait entre mon environnement et
mon parcours intérieur. J'ai étudié après, évidemment, avec de grands professeurs. J'ai entendu le professeur Beno Gross. Nous sommes dans les années 85-90. J'ai étudié énormément avec mon maître Manitou. Et voilà que dans les années 90-95, je m'apercevais que, en fait, Manitou, le professeur Ashkenazi, le Rav Ashkenazi, bien sûr, je l'appelle professeur parce qu'il était aussi philosophe, professeur de philosophie, et que Manitou, en fait, n'était certes une lumière, mais une lumière qui appartenait à une école. L'école de Paris. Alors, quelques mots sur l'école de Paris pour en venir à M. Chouchani. L'école de Paris est une sorte de lieu, j'allais dire, culturel, spirituel, qui s'est formé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 45-46, avec des gens absolument merveilleux, comme le maître de Manitou, M. Jacob Gordin, maître Ashkenaz de Manitou, qui était d'origine oranaise, entre parenthèses. Certains personnages comme Gottfrieden, comme évidemment André Neher et sa femme, Zichronam Libracha, comme le philosophe Emmanuel Levinas, et tant d'autres, et tant d'autres. Je voudrais ici me permettre humblement, à partir de ce livre, vous voyez, de Sandrine Schwartz, Fascinant Chouchani, paru aux éditions Hermann, à la page 29 et suivante. Je vais me permettre de lire. Et de cette école sont sortis des maîtres absolument moteurs, qui vont dynamiser non seulement la culture française juive, la culture universelle d'abord et surtout, à partir de la Torah d'Israël, à partir du judaïsme. Avant de citer, je voudrais dire une chose très importante. Il intégrait la Torah dans l'universel. Il intégrait la Torah dans les sciences. Et réciproquement. La science faisait partie de la Torah, du monde d'Elohim. Certes, tout ce qu'ont dit nos maîtres, depuis l'aube des temps, depuis Yavne il y a 2000 ans, l'école de Yavne il y a 2000 ans, depuis nos maîtres, comme Rabbi Akiba, bien entendu, tout ça est juste, bien sûr juste. Mais à notre époque, la Torah étant une Torah de vie, elle devait, quelque part, faire ressortir en elle cette fameuse substantifique moelle qui permet d'unir les sciences, avec la pensée de Dieu, unique maître de l'histoire. Et voilà que des gens, des hommes, mais aussi des femmes, il y avait aussi Madame Amado Valenzi,
Eliane Amado Valenzi, psychologue qui a fait son alia comme autant de, après la guerre des 6 jours, comme M. André Neher et sa femme, comme le professeur Benoît Gross. Ils étaient imbus de science profane, mais pénétrés d'un judaïsme thoraïque extrêmement profond. Extrêmement profond. Je voudrais juste me permettre de dire ici une petite expérience. J'ai eu la chance d'étudier, évidemment comme étudiant, bien entendu, on était plusieurs dizaines, plusieurs même centaines, avec notre maître Ashkenazi, le Rav Ashkenazi. Ici à Jérusalem, à Mayanot. Il donnait cours en français le mercredi et en hébreu le lundi soir. À chaque fois que je sortais d'un cours qui durait à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, j'étais tout simplement devenu complètement un autre. Différent de l'être qui était avant le cours. Cette expérience que je souhaite à tout le monde est non seulement revivifiante, magnifique, mais ô combien fondamentale. Lorsque notre maître Manitou ou le professeur Benoît Gross nous faisait un cours, j'en sortais édifié, j'en sortais complètement bouleversé. Il répondait aux questions que je me posais quand j'étais étudiant, y compris étudiant en doctorat dans les universités françaises. J'avais compris qu'à Jérusalem, il y avait la clé de la connaissance. Et regardez ce que dit Madame Sandrine Zvak, fascinant Chouchani, à la page 29. La Nouvelle Jérusalem, c'est Paris à la Libération. À cette date, la capitale française se révèle être le théâtre de la renaissance du judaïsme européen. Je cite, « Une effervescence culturelle, intellectuelle et spirituelle se met en place à l'heure de la reconstruction d'une communauté décimée par la Shoah. 76 000 déportés à peu près, environ, juifs de France, devenu l'élément cardinal de l'identité juive. L'échec de la modernité, incarné par la tentative de destruction du judaïsme européen et d'Afrique du Nord, impose une redéfinition de l'être juif. Le pari de M. Chouchani abrite une renaissance culturelle juive multiforme. Dans ce carrefour, des artistes de tous horizons, ainsi que des intellectuels se comptent en grand nombre. Cette école, l'école de Paris, va organiser des colloques mois après mois, surtout année après année. Il était difficile de les réunir parce qu'il y en a qui habitaient Strasbourg à l'époque, comme le professeur Benoît Gross ou le professeur André Neher. Et pour la petite histoire, le professeur André Neher, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a été honoré, reconnu par le général de Gaulle comme étant un maître du judaïsme et lui a créé une chaire d'histoire juive, si je me rappelle bien,
d'histoire du judaïsme, si je me rappelle bien, à l'université de Strasbourg. Et il y avait des gens qui habitaient aussi le midi de la France. Il y avait des gens qui habitaient Paris, comme le Rav Ashkenazi. Il fallait absolument réunir tout cela. Et chaque fois qu'il y a eu un colloque, à peu près une fois par an, c'était absolument énorme. Le message était sublime. On réunissait la Torah d'Israël à l'universel scientiste. Ça a duré jusqu'aux années 70. Il y a eu, un peu après la Seconde Guerre mondiale, l'école d'Orsay, qui a été là aussi dirigée par notre maître, le Rav Ashkenazi. Il y a aujourd'hui à Jérusalem, j'en connais, des anciens des écoles d'Orsay. L'école d'Orsay aujourd'hui n'existe plus, bien sûr, depuis les années 70 d'ailleurs. Elle a joué un rôle fondamental, formidable, dans le réveil de la génération juive d'après-guerre. Et si je peux me permettre de dire quelque chose d'important, c'est que le message que portaient ces grands maîtres, il était à la fois nouveau, révolutionnaire, éperdument lié au retour d'Israël sur sa terre. La plupart ont fait leur aliyah, mais surtout, il avait en lui un message d'une portée messianique, d'une portée qui nous dépassait tous. On avait intégré, bien entendu, les halachot, on avait intégré, c'était des grands maîtres du judaïsme, de la Torah d'Israël. Ils étudiaient le Talmud tous les jours, bien entendu. J'ai très souvent vu le Rav Ashkenazi étudier le Talmud, bien sûr. Mais il mettait quelque chose que les rabbins ne mettaient pas. Et ce quelque chose-là rendait le message absolument génial, lumineux. Ça ne veut pas dire que les rabbins n'étaient pas lumineux. C'est une autre forme de lumière. Pour celui qui, comme moi, se veut être amoureux de l'universel et de l'autre, juif et non juif, alors le message était percutant, droit au cœur, toujours bien documenté, toujours argumenté par des sources toujours porté par une dynamique de la pensée. Cette école de Paris a été aussi pénétrée par une conscience très très énigmatique, j'allais dire presque impalpable, d'un être venu d'ailleurs, souvent d'ailleurs choquant dans son attitude, mais ô combien percutant dans son message. Je veux parler de M. Chouchani. M. Chouchani, en quelques secondes, parce que c'est évidemment une infinité d'événements, est un être inclassable, j'allais dire presque innommable. Monsieur André Neher
avait une certaine défiance, et c'est aussi sa femme, par rapport à ce personnage. Monsieur le Rav Ashkenazi l'a connu plus d'1 an à Paris, au début des années 50. Et il en a été à la fois très profondément marqué par l'étendue de sa mémoire, par la profondeur de sa pensée, et surtout par les connaissances qu'il avait qui étaient absolument phénoménales. Eh bien, ce monsieur Chouchani apparaissait imperturbablement, par surprise, traversait l'école de Paris, connaissait le Talmud par cœur, connaissait le Zohar par cœur, connaissait les mathématiques à un niveau, j'allais dire, impossible à atteindre. Je vous donne une anecdote. Monsieur Chouchani s'est trouvé à Paris pendant la Shoah. Un officier allemand l'interpelle en lui disant « Toi, tu es juif ». Et monsieur Chouchani lui dit « Je vais te donner une équation mathématique ». Alors le nazi lui dit « Mais moi, j'étais professeur de mathématiques à l'université en Allemagne. Ça tombe mal. » Il lui dit « Si tu me résous cette équation, tu me donnes tout de suite une balle dans la tête. » Évidemment, le nazi n'a pas réussi. Il est resté quoi devant la connaissance scientifique de M. Chouchani, et M. Chouchani a été libéré. Je vous donne une autre anecdote qui a été rapportée par Victor Valka dans son livre M. Chouchani. M. Chouchani se trouvait aux environs de la place Monge à Paris, et un nazi, un officier nazi, vient vers lui en disant « Toi, tu es juif ». Il lui dit « Non, je suis musulman ». « Ah, tu es musulman ?» lui dit-il. Il lui répond « Oui ». Alors, on va ensemble aller voir le moufti de Paris, à la mosquée de Paris. Et il a été avec le nazi accompagné, et il a rencontré, il est resté 3-4 heures avec le moufti de Paris, et le moufti de Paris sort, regarde dans les yeux le nazi en lui disant « Il est plus musulman que moi. Il connaît plus le Coran que moi. » Ça, c'était M. Chouchani. Alors évidemment, nous allons en parler progressivement. C'est un être, j'allais dire, qui me hante depuis les années 90, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un être absolument fascinant, comme avait trouvé le titre de Madame Sandrine Zweig dans son livre Fascinant Chouchani. Très énigmatique. On ne sait absolument rien de lui. Est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il avait des enfants? Quel est son vrai nom? Jusqu'à aujourd'hui, même si on commence à comprendre qu'il s'appelait Père Edmal, mais on n'en est pas sûr à 100%. De très nombreux témoins ont vu M. Chouchani, partout dans le monde. M. Chouchani n'a pas vécu en France seulement, il a vécu au Maroc. Il est passé par Oran en Algérie. Il a vécu de nombreuses années en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Venezuela. Il est mort à Montevideo en 1968. Il est enterré à Montevideo en 1968. Il a eu comme élève un de mes maîtres aussi, que j'ai eu la chance de connaître, en tout cas par téléphone. Quelqu'un qui m'a accompagné pendant toute mon adolescence, pendant ma vie d'adulte, jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui était dans le ghetto,
qui a été déporté, je veux parler de M. Elie Wiesel. M. Elie Wiesel a connu pendant plusieurs années M. Chouchani. On y reviendra, notamment avec M. Drey. Elie Wiesel parle toujours d'une manière imagée, toujours d'une manière romantique. M. Elie Wiesel était un littéraire, c'est un romancier, mais il a beaucoup parlé de M. Chouchani. Il en a même créé des personnages par rapport à lui. Le personnage de mendiant. M. Chouchani était vu dans son extériorité, un mendiant. Il se promenait toujours avec deux sacs ou deux valises. Et comme disait M. Elie Wiesel, on ne savait pas où il allait. Il apparaissait mal vêtu, avec un chapeau déformé, qui n'était pas adapté à sa tête. Il avait une tête grosse, avec un petit chapeau. Bref, une cravate, dans un col de chemise. Et lorsque il lui arrivait, il le faisait très rarement, mais lorsqu'il arrivait à se déshabiller par la chaleur ou parce qu'il était tout simplement prêt à s'endormir, on s'apercevait qu'il avait un col de chemise avec une cravate, c'est tout. M. Chouchani était un personnage presque mythique. J'allais dire, dans un premier temps, repoussant. Pour ceux qui ne savaient pas voir l'intériorité de cet être, il était repoussant. Beaucoup de femmes avaient peur de lui. Beaucoup de femmes évitaient de le rencontrer. C'était quelqu'un qui n'avait pas de morale. Mais on parle de morale, évidemment, sociétale. Il était capable de rentrer chez quelqu'un, d'ouvrir le réfrigérateur et de manger du saucisson sans s'arrêter. Il était capable de faire un cours allongé sur une table. Il était capable de rester 3 jours sur le mot Bereshit, dit M. Elie Wiesel. Il était très amoureux de l'universel, profondément attaché à la recherche de la vérité vraie. Personnage, comme on vient de le dire, fascinant, énigmatique, troublant. Un homme tout simplement inclassable, déstructurant. Lorsqu'il parlait, il cherchait toujours à remettre en question l'autre afin qu'il se reconstruise lui-même. Parce qu'il disait toujours, M. Chouchani, que la clé est en toi. Tu dois la prendre et l'utiliser pour savoir qui tu es. Il cherchait à faire, en fin de compte, par la révolution, j'allais dire, l'anti-sociabilité. C'était un être asociable, bien entendu. Mais il cherchait tout simplement à révolutionner, au lendemain de la guerre, la culture juive, l'enseignement de la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, il connaissait par cœur le Talmud. Il n'a jamais pris de notes. Il est capable, dit M. Elie Wiesel, de parler de Job pendant des heures et des heures. En entremêlant nos maîtres, tous nos penseurs,
en associant Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand. Qui était M. Chouchani, qui a traversé l'école de Paris? Juste un éclairage extrêmement synthétique, nous allons revenir de cela avec M. Drey, ai-je dit. M. Chouchani a vécu à Brisk, en Lituanie. Il a fréquenté la yeshiva de Brisk avec le Rav, le grand maître de Brisk, à la fin du XIXe siècle. M. Chouchani a été obligé, comme élève de l'école de Brisk, de la yeshiva de Brisk, de connaître les textes à fond, les halachot à fond. On ne rigolait pas avec la Torah. On ne rigole toujours pas avec la Torah. Puis, une fois que le vase était suffisamment bien rempli de Torah traditionnelle, la Torah de nos maîtres, la Torah de Moïse, eh bien, il s'ouvrait à l'universel, aux sciences. M. Chouchani était un très très grand philosophe. Il était imbu de connaissances de Platon, de la philosophie grecque, de Socrate. Il connaissait tout par cœur, il avait une mémoire absolument phénoménale, phénoménale. Des élèves l'ont vu souvent prendre le Talmud, mettre une aiguille sur une page et expliquer tout simplement quels sont les différents mots qui suivent, page après page, à partir de l'aiguille. Pour vous donner une idée de la puissance phénoménale de la mémoire de M. Chouchani. Alors évidemment, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il faudrait des heures et des heures. Voilà un personnage qui m'a hanté, qui me hante toujours, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse la connaissance humaine. Je n'ai jamais vu, moi personnellement, ni à Jérusalem, ni à Paris, de personnage aussi entier, aussi complet et secret. Il dormait un peu partout, comme un mendiant, comme un gueux. Il se faisait inviter par-ci, par-là. Il donnait des cours pour le bar mitzvah de celui-là, ou le mariage de celui-là. Il se faisait inviter le soir. Il se faisait payer cher, très cher, lorsqu'il sentait que la famille avait les moyens. Mais lorsqu'il sentait que la famille n'avait pas de moyens, il les faisait gratuitement. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui savait s'adapter à son environnement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, et je crois que Elie Wiesel, notre maître, a donné tellement d'exemples, il arrivait toujours par surprise là où on ne l'attendait pas. Et lorsqu'il prenait la parole, eh bien, c'était le silence immédiat. Et cela pendant des heures. Il restait des heures sans manger, sans boire, sans aucune note, sans aucun livre, sans aucune référence livresque sur lui. Tout était dans sa tête. Tout était dans sa tête. Des mémoires d'homme, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et cette âme-là, ce parcours-là, a parcouru Paris pendant l'école de Paris. Dans les années 45, un peu avant, dans les années 30, il était à Strasbourg, mais à Paris,
il était particulièrement entre les années 43 et les années 52-53. Ça veut dire 10 ans où il a pénétré l'école de Paris très profondément, sans jamais participer. Monsieur Chouchani n'a pas participé à l'école de Paris. Il a été professeur nommé par monsieur le Rav, notre maître Ashkenazi, à l'école d'Orsay. Il n'est pas resté très longtemps, parce que tout simplement, il détruisait le lendemain ce qu'il avait construit hier. Et les élèves, qui étaient évidemment abasourdis par les connaissances, ne s'y retrouvaient pas. C'étaient des jeunes élèves. Et M. Chouchani, notre maître, détruisait pour reconstruire. Et évidemment, c'était anti-pédagogique. M. Chouchani était anti-pédagogique par excellence. Inclassable par excellence. J'allais dire innommable par excellence. Professeur de physique nucléaire. Il est mort à l'université, dans un campus. À Montevideo, en donnant un cours sur la physique nucléaire à des étudiants. Et notamment aux étudiants de Bnei Akiva. Je ne sais pas si on se rend compte la connaissance. Il connaissait plusieurs dizaines de langues. Complètement. Parfaitement. Il a appris le français en quelques jours, à partir du dictionnaire. Il prenait le dictionnaire et il lisait les mots, et il en faisait des phrases. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Il faisait des phrases à partir du dictionnaire, des mots du dictionnaire. Il a appris le latin, il a appris le grec. Évidemment, il connaissait l'hébreu. Il a été à l'yeshiva du Rav Kook dans les années 1909, à Tel Aviv, à Yafo, à Jaffa, en français. Il a été envoyé par ce même Rav Kook en Amérique pour essayer de trouver un peu d'argent pour financer les études en Israël. Il y serait resté plusieurs années, jusqu'aux les années 30. Il a, d'après M. Elie Wiesel, mais je n'ai pas d'autres preuves, il a été très riche, mais il a tout perdu. Il aurait, je dis bien en conditionnel, il aurait tout perdu lors de la grande crise des années 30 en Amérique. Et écœuré par l'Empire américain, notamment financier, il a juré de ne plus mettre les pieds en Amérique du Nord. Et M. Chouchani n'a plus mis les pieds en Amérique du Nord depuis. Pour conclure cette toute petite introduction sur l'école de Paris, sur M. Chouchani, je voudrais raconter une anecdote. M. Elie Wiesel, dans un de ses livres, dit que lorsqu'il est devenu professeur à l'université de Boston, il a réussi à rentrer en contact avec M. Chouchani, qui était à Montevideo, et lui a demandé de venir faire des cours à New York, à Boston, en Amérique du Nord, qu'il était nourri, logé, qu'il ne manquerait de rien, qu'il aurait une voiture particulière, qu'il aurait un très bon salaire. M. Chouchani a dit non. Je ne remettrai plus les pieds en Amérique du Nord. Voilà. Évidemment, ce n'est qu'une introduction. J'y reviendrai thème par thème. Et nous serons avec M. Chouchani plusieurs séances avec M. Drey. Je vous salue très fort. Je vous souhaite que du bien. Portez-vous bien, chers amis, frères et sœurs.
juifs et non-juifs. Que Dieu nous protège et que Dieu vous protège. Que Dieu nous guide et que Dieu vous guide. Merci beaucoup.